Personne n'avait jamais vu de grue à Tours. Et pourtant, des tours d'acier commencèrent à s'élever au-dessus de New York, comme propulsées par une force de volonté hors du commun. Dans les années 1910, le ciel était sillonné de poutres suspendues, d'hommes marchant sur des charpentes métalliques et de locomotives à vapeur soufflant dans le vacarme de la ville. La question n'est pas de savoir comment ils ont fait sans notre technologie, mais comment une méthode en apparence si précaire a permis d'ériger les premiers géants modernes, redéfinissant à jamais les règles de la construction. La révolution de l'acier, quand les murs ont cessé de soutenir. Pendant des siècles, la hauteur d'un bâtiment était dictée par un principe physique simple, la résistance à la compression. Les matériaux disponibles, la pierre et la brique, ne pouvaient être empilés que jusqu'à un certain point. Pour supporter le poids des étages supérieurs, les murs à la base devaient être extraordinairement épais, occupant une surface au sol précieuse et limitant la forme et la taille des fenêtres. Un immeuble de 10 étages pouvait avoir des murs de plus de 2 mètres d'épaisseur au rez-de-chaussée, transformant l'intérieur en une succession d'espaces sombres et exigus. L'architecture était, par essence, l'art de supporter le poids par la masse. Mais à la fin du 19e siècle, un nouveau matériau a changé la donne. Il ne s'agissait pas d'une découverte soudaine, mais plutôt de l'industrialisation d'un procédé qui l'a rendu possible. La production en série d'acier de construction. Cet acier, laminé en forme spécifique comme les poutres en I et les colonnes treillis, possédait une résistance à la traction et à la compression que la fonte ou la pierre ne pouvaient égaler. La révolution n'était pas esthétique, mais structurelle. Les architectes et les ingénieurs comprirent qu'ils pouvaient transférer la fonction porteuse des murs extérieurs à une structure interne. Cette structure, un réseau tridimensionnel de colonnes et de poutres en acier, supporterait l'intégralité du poids du bâtiment, le transmettant directement aux fondations par un réseau de points d'ancrage précis. Les murs extérieurs n'avaient plus besoin d'être massifs. Ils pouvaient se limiter à de fines parois de briques, de terre cuite, ou plus tard, de verre, suspendues à la structure comme une robe. Ce changement de paradigme, des murs porteurs aux structures métalliques, permit non seulement d'atteindre des hauteurs auparavant inimaginables, mais redéfinit radicalement le processus de construction dès ses origines. La construction ne commençait plus par l'élévation de murs massifs depuis le sol. Elle débutait par l'érection d'une forêt de colonnes en acier, une structure d'apparence fragile et ouverte, un simple schéma de lignes dans l'espace. Cette structure, s'élevant étage après étage, constituait le véritable travail. Tout le reste, les sols, les murs, les finitions, viendraient ensuite, remplissant la structure. Il fallut donc repenser entièrement la méthode de construction autour d'un seul objectif: assembler rapidement et précisément cette structure métallique au cœur d'une ville dense, sans les outils que nous utilisons aujourd'hui sans difficulté. L'acier était la promesse, mais son édification constituait le problème monumental que les années 1910 allaient devoir résoudre. Le derrick à vapeur. La grue intimée au bâtiment. Sur un chantier moderne, la grue à Tours est un titan solitaire. Ancrée à une base en béton, elle s'élève d'elle-même, telle une colonne vertébrale extérieure qui domine le site. En 1910, à New York, une telle machine n'existait pas. La solution fut une machine non pas autonome, mais symbiotique. Le derrick à vapeur. Il ne s'agissait pas d'une grue au sens contemporain du terme. C'était un dispositif entièrement dépendant du bâtiment qu'il contribuait à créer. Sa conception était à la fois simple et audacieuse. Un mât vertical en acier, souvent de 30 mètres de haut, voire plus, se dressait au sommet de la structure partiellement achevée. Ce mât n'était pas soutenu par sa propre base, mais par un réseau d'épais câbles d'acier, les tendeurs, ancrés en divers points du bâtiment, tirant le mât dans des directions opposées pour le maintenir droit face au vent et aux charges. Tel un mât de drapeau, il ne hissait pas une bannière, mais soulevait des poutres de plusieurs tonnes. À la base de cette grue, généralement au dernier étage achevé ou sur une plateforme intermédiaire, se trouvait son cœur, une chaudière à vapeur et sa machine. Cette machine actionnait d'énormes tambours autour desquels s'enroulaient des câbles de levage. Des câbles d'acier tressés qui descendaient le long de la façade jusqu'à la rue. L'opération était simple, mais exigeait une extrême précision.
Une équipe, postée dans la rue, accrochait une poutre à un crochet. Tout en haut, le mécanicien de la grue, guettant les signaux, surveillait la machine à vapeur. Une vanne s'ouvrait, la vapeur entrait dans le cylindre, le tambour tournait et le câble se tendait, arrachant la poutre du camion ou du chariot qui l'avait amené. La grue entamait alors son ascension instable, oscillant comme un pendule géant tandis qu'elle s'élevait le long de la façade du gratte-ciel en construction, passant devant les fenêtres des étages déjà achevés, contournant les corniches et les échafaudages. Mais la grue avait une limite intrinsèque. Sa hauteur de travail était fixe. À mesure que le bâtiment s'élevait au-delà de la portée du mât, la machine elle-même devait être surélevée. Ce procédé, appelé saut de la grue, était l'une des manœuvres les plus délicates et dangereuses de tout le projet. Tout d'abord, une nouvelle poutre horizontale en acier, une traverse, était fixée plusieurs étages au-dessus du mât existant. Ensuite, avec une extrême précaution, les tendeurs retenant le mât étaient desserrés. À l'aide de poulies et de câbles auxiliaires provisoires, l'équipe commençait à hisser l'ensemble. Le mât, la machine à vapeur et la plateforme. Pendant plusieurs minutes cruciales, la grue entière restait suspendue dans les airs, retenue uniquement par des câbles provisoires, oscillant légèrement sous l'effet du vent, tandis que les ouvriers la guidaient vers sa nouvelle position. Une fois le mât glissé dans son nouvel emplacement et les nouveaux câbles d'ancrage tendus, la machine était de nouveau opérationnelle. Ce cycle se répétait des dizaines de fois pour la construction d'un seul gratte-ciel. La grue à vapeur n'était pas un outil extérieur, c'était un organe temporaire du bâtiment. Un appendice mécanique que la structure métallique elle-même devait supporter et régénérer à des hauteurs toujours plus importantes lors de son ascension vers le ciel. Logistique de guerre, l'acier qui ne pouvait attendre. Construire un gratte-ciel au cœur de Manhattan s'apparentait moins à un projet de construction qu'à une véritable campagne d'approvisionnement militaire. Le champ de bataille était une île surpeuplée, aux rues étroites congestionnées par la circulation, les tramways, les piétons et un enchevêtrement de câbles aériens. Or, la principale ressource, l'acier de construction, n'était pas produite sur place. Chaque poutre, chaque colonne, chaque plaque de liaison était fabriquée à des centaines de kilomètres de là, dans les gigantesques aciéries de villes comme Pittsburgh, en Pennsylvanie, ou Bethléem. Ces composants n'étaient pas standardisés. Chacun était laminé selon des plans d'ingénierie précis, avec une longueur, un profil et une disposition des trous exacts pour s'emboîter parfaitement avec ses voisins à un point précis de la structure. Aucune erreur ni improvisation n'était permise. Une poutre au trou mal percé était inutilisable et retardait tout le processus. Une fois fabriquée, la pièce entamait un voyage épique. Elle était chargée sur un wagon de marchandises avec des dizaines d'autres pour un trajet qui pouvait durer des jours, voire des semaines, au gré des retards ferroviaires, des intempéries et de la saturation du réseau. Sa destination finale n'était pas un entrepôt à Manhattan, car il n'en existait aucun. L'espace était trop précieux. La destination était un quai sur le Hudson ou l'East River, où d'immenses barges déchargeaient les poutres. À partir de là, la difficulté s'intensifiait. Des chariots en bois, tirés par des attelages de 2 ou 4 chevaux de trait, se frayaient lentement un chemin à travers les rues pavées. Ces chariots transportaient des poutres qui pesaient souvent plus d'une tonne, des pièces de 15 mètres de long qui dépassaient dangereusement, zigzagant dans les virages à quelques centimètres seulement des tramways et des devantures de magasins. La circulation ne s'arrêtait pas pour elles. Les chariots se fondaient dans le chaos, progressant lentement vers le cœur du quartier financier. Leur destination finale n'était pas un dépôt, mais le bord même du chantier, directement à l'ombre du derrick en activité. Ce système fonctionnait sous une pression constante et selon le principe de ce que nous appellerions aujourd'hui la livraison juste à temps, non par souci d'efficacité, mais par pure nécessité. Si une poutre arrivait trop tôt, il n'y avait nulle part où la stocker. Elle obstruait la rue, bloquait la circulation et représentait un danger public. En cas de retard, le rythme effréné du chantier s'arrêtait net. Des centaines d'hommes, des opérateurs de grues aux riveteurs travaillant en hauteur, se retrouvaient inactifs et les coûts explosaient. La planification logistique était donc aussi cruciale que la conception structurelle. Contremaîtres, ingénieurs et responsables du transport coordonnaient les horaires des trains,
les itinéraires des wagons et les séquences de levage avec une précision d'horlogerie, toujours à la merci d'événements imprévus tels qu'une tempête, une grève des cheminots ou un accident de la route. La ville entière, avec son bruit et son agitation, devenait la chaîne d'approvisionnement. Aucune erreur n'était permise, pas même l'acier prêt à être expédié. La danse dans les airs. Levage, guidage et mise en place. Lorsque la poutre atteignit enfin le pied de l'immeuble, la partie la plus dangereuse et la plus minutieusement orchestrée de toute l'opération commença, son ascension de la rue jusqu'à son emplacement définitif dans les airs. Ce ballet de force brute, de précision extrême et de communication silencieuse se déroulait à des centaines de mètres du sol. La première étape était orchestrée par l'homme au sol, le gréeur. Son rôle consistait à fixer la poutre au crochet de la grue à l'aide de lourdes élingues en chaîne, en veillant à l'équilibre du poids pour éviter tout balancement excessif. Une fois le feu vert donné, la prise de contrôle était confiée à deux hommes dont le rôle était absolument crucial, le signaleur et le mécanicien de la grue. Dans le vacarme assourdissant du chantier, le bruit de la machine à vapeur, le cliquetis des tramways, le martèlement des rivets et le brouhaha incessant de la ville rendaient toute communication verbale impossible. Un cri se serait perdu dans les airs. Tout reposait donc sur les signaux manuels du signaleur. Positionné de manière à avoir une vue dégagée sur la poutre ascendante et sur le mécanicien dans sa cabine, l'aiguilleur était le seul intermédiaire. Grâce à un système de gestes codés, il indiquait les actions. Un bras tendu vers le haut en un mouvement circulaire pour hisser. Une main abaissée à plat pour arrêter. Un geste de la main pour faire pivoter la charge. Le mécanicien ne regardait pas la poutre. Ses yeux étaient rivés sur les mains de l'aiguilleur. La confiance entre eux était absolue. Un geste mal interprété, une seconde d'hésitation et une poutre de plusieurs tonnes pouvaient se transformer en un pendule incontrôlable, s'abattant sur la structure, sectionnant des câbles ou tuant quelqu'un dans la rue. Tandis que la poutre s'élevait, oscillant doucement, la scène se préparait tout en haut. Là, sur la charpente ouverte du dernier étage achevé, les connecteurs attendaient. Ces hommes étaient l'élite de l'élite, les métallurgistes qui travaillaient sans filet ni harnais, marchant avec un calme déconcertant sur des poutres horizontales d'à peine 30 cm de large, le vide sous leurs pieds. Leur travail commençait lorsque la poutre ascendante approchait du sol. Avec de longs câbles de guidage à leurs extrémités, les connecteurs tiraient et orientaient la charge, contrant son balancement et la guidant délicatement jusqu'à sa position finale entre les colonnes qui allaient la recevoir. Ce moment était d'une tension extrême. Les colonnes porteuses n'étaient pas immobiles. L'édifice tout entier, à cette hauteur, bougeait. Il fléchissait et oscillait légèrement sous l'effet du vent, un mouvement qui pouvait atteindre plusieurs centimètres. Les trous des poutres, qui devaient s'aligner parfaitement avec ceux des colonnes, ne correspondaient souvent pas. Les connecteurs, à l'aide de barres d'acier coniques et de lourds marteaux, devaient forcer l'alignement, enfonçant des goupilles dans les trous pour assembler temporairement la pièce. Ils agissaient avec une violence contrôlée, sentant la structure vivante sous leurs pieds. Une fois la poutre posée sur ses supports et les goupilles temporaires fixées, l'élingue du derrick était larguée. La poutre était passée du statut de charge suspendue à celui de partie intégrante de la structure du gratte-ciel, souvent en quelques minutes seulement. En bas, le signaleur donnait l'ordre de descendre le crochet, et le cycle recommençait presque aussitôt. Il n'y avait pas de temps pour la réflexion. Le rythme était implacable, une cadence marquée par le bruit de la vapeur, le crissement de l'acier et le silence éloquent des hommes qui, à coups de gestes et de cordes, assemblaient une montagne dans les airs. Le rythme du rivet, une chorégraphie de secondes. Une fois la poutre positionnée et fixée par des goupilles provisoires, elle ne faisait pas encore partie intégrante de la structure. Cette liaison, qui devait transmettre des forces colossales pendant des décennies sous l'effet du vent et des charges, était assurée par un petit cylindre métallique, le rivet. Mais il ne s'agissait pas d'un simple boulonnage. C'était un rituel de feu, de synchronisation et de rapidité extrême, connu sous le nom de rivetage à chaud, et son exécution constituait le cœur même de la construction. Le laps de temps était si court et si critique qu'il exigeait une équipe spécialisée de 5 hommes, chacun avec un rôle précis, exécutant une chorégraphie ne tolérant aucune erreur.
Le processus commençait par le chauffage. À côté d'une petite forge portative alimentée au charbon ou au coke, un homme maintenait des dizaines de rivets. Des cylindres d'acier munis d'une tête à une extrémité, à une température incandescente d'environ 1000 degrés Celsius. Le métal devait être suffisamment chaud pour être malléable, mais pas au point de se désintégrer. L'homme suivant était celui qui lançait ou rattrapait le rivet. À l'aide de longues pinces, il extrayait un rivet incandescent de la forge. D'un geste fluide, il ne le portait pas, il le lançait. D'une rotation précise du bras, il projetait le rivet luisant, décrivant un court arc de cercle dans les airs, à 10, 15, voire 20 mètres, en direction du rattrapeur. Ce lancer n'était pas un acte de bravoure, mais d'efficacité. Chaque seconde comptait. Le troisième homme, le rattrapeur, attendait avec un seau métallique ou un récipient conique. Il rattrapait le rivet en plein vol avec un bruit métallique sourd et, sans perdre un instant, l'insérait dans le trou préparé de la pièce d'acier. De l'autre côté de la poutre, un quatrième homme, le porteur de la barre de renfort, pressait de toutes ses forces une lourde barre d'acier contre la tête préformée du rivet, afin qu'elle ne cède pas lors de l'étape suivante. Puis le cinquième homme, le rifter, entrait en scène. Maniant un lourd outil pneumatique, un bélier, il le plaça sur l'extrémité exposée du rivet, la tige. Dès qu'il actionna l'outil, un piston interne frappa le métal incandescent avec une rafale d'impact assourdissant. En 3 ou 4 secondes, cette extrémité se déforma et s'élargit, formant une seconde tête qui remplit complètement le trou et serra les plaques d'acier avec une force immense. L'ensemble du processus, du lancement initial au rivetage final, devait être achevé en moins d'une demi-minute. Si le rivet refroidissait en dessous d'un certain point, il devenait trop dur à travailler et devait être percé, une perte de temps considérable. C'est pourquoi la précision du lanceur était légendaire. Un mauvais lancer, un rivet tombant dans le vide, signifiait la perte d'un cycle entier. Le bruit de ce processus devint la bande-son du chantier. Ce n'était pas le coup sec d'un marteau, mais un trill métallique rapide, un cliquetis qui résonnait dans la structure d'acier et s'entendait à plusieurs pâtés de maison. Chaque répétition de ce son signifiait une nouvelle connexion établie, un pas de plus vers l'achèvement de l'édifice. Les jours fastes, une équipe pouvait poser des centaines, voire plus d'un millier de rivets. Cette danse de chaleur et de métal soudait véritablement la ville au ciel, transformant un ensemble de poutres individuelles en un seul organisme résistant. La géométrie des forces, aligner un puzzle en mouvement. Avant que l'équipe de rivetage puisse commencer son travail, il a fallu aligner physiquement les pièces d'acier. Ce fut sans doute l'étape la plus frustrante et la plus exigeante physiquement de tout le processus d'assemblage. Sur le papier, les plans d'ingénierie montraient une grille parfaite, avec des trous percés avec précision dans chaque poutre et chaque colonne, qui devaient correspondre au millimètre près. En réalité, à 100 mètres au-dessus de la rue, la théorie se heurtait à une série de forces brutales. D'abord, il y avait le vent, qui non seulement faisait osciller les poutres lors du levage, mais provoquait également l'oscillation de toute la structure déjà construite. Une colonne pouvait se déplacer de plusieurs centimètres par rapport à sa voisine. Ensuite, il y avait les imperfections inhérentes à la fabrication et au transport. Une légère torsion dans une poutre, un trou légèrement mal aligné, un bord ébréché. Enfin, le poids des nouveaux composants eux-mêmes pouvait légèrement fléchir la structure existante. Résultat, fréquemment, lorsqu'une poutre était placée sur ses supports, les trous de ses plaques de connexion ne correspondaient pas à ceux de la colonne. Il pouvait y avoir un écart d'1, 2, voire 5 cm. Impossible de forcer la poutre avec le derrick. Elle aurait cassé. La solution? Un outil d'apparence rudimentaire, mais d'une efficacité extraordinaire. La barre d'alignement conique, ou goupille de chasse. Longue et lourde barre d'acier, elle était taillée en cône à une extrémité et évasée à l'autre pour recevoir les coups de masse. Lorsque les connecteurs rencontraient une résistance, l'un d'eux insérait la pointe conique dans les trous mal alignés. Un autre, voire plusieurs, frappaient l'extrémité arrière de la barre avec des masses pesant jusqu'à 10 kg. La force des coups, transmise par le cône,
dilatait et déplaçait légèrement le métal, forçant les trous à se chevaucher jusqu'à un parfait alignement. Le son de ces coups, un bruit sourd et résonnant, était différent de celui du rivetage et se propageait dans la charpente comme un signal de progression. Une fois la barre complètement insérée, elle était laissée en place comme goupille temporaire. Parfois, pour des assemblages particulièrement complexes, de gros boulons temporaires étaient utilisés pour maintenir l'alignement pendant la préparation du rivetage. La précision requise était absolue. Un défaut d'alignement à un étage inférieur n'était pas un simple problème local. Il se propageait et s'amplifiait vers le haut. Si une colonne n'était pas parfaitement verticale ou une poutre parfaitement horizontale, chaque élément qui y était raccordé héritait de ce défaut. À une certaine hauteur, l'erreur cumulée pouvait être catastrophique, empêchant tout simplement l'assemblage des composants supérieurs. C'est pourquoi les équipes de connecteurs et d'aligneurs étaient les plus expérimentées et les plus respectées. Leur travail ne reposait pas uniquement sur la force brute, mais aussi sur une compréhension géométrique et un sens aigu du toucher. Ils savaient lire la tension du métal, sentir jusqu'où ils pouvaient forcer un assemblage sans risquer de l'endommager. Et ils comprenaient le comportement de l'ensemble du bâtiment comme un système flexible. Chaque coup de masse était une décision calculée, une application maîtrisée de la force pour dompter la géométrie complexe de l'acier suspendu dans les airs. Maître du ciel, la culture et le risque du ferroviaire. L'homme qui accomplissait ce travail n'était pas un simple ouvrier. C'était un ferrogire, un métier qui s'était transformé en une caste à part, une confrérie avec son propre code, ses rituels et un rapport unique au risque. Il n'y avait pas de formation formelle. Le savoir se transmettait de vétérans à novices, de père en fils, dans un système d'apprentissage brutal et empirique. La première qualité requise, avant même la force, était l'équilibre. Marcher sur une poutre de 30 cm de large, à 200 mètres du sol, face au vent, les bras chargés d'outils, n'était pas une compétence que n'importe qui pouvait acquérir. Cela exigeait un sens inné du mouvement, une confiance absolue en son propre corps et en l'adhérence de ses bottes cloutées sur l'acier. Le courage était indispensable, mais pas un courage téméraire. C'était un courage froid et calculé, fondé sur la compétence et une conscience constante du danger. La communication entre eux était rare, souvent silencieuse. Là-haut, dans ce sillage où le vent étouffait les mots, ils apprirent à décrypter les intentions dans le langage corporel, d'un regard, d'un hochement de tête. Un cri était un dernier recours, un signal de détresse. Cette banalisation du risque extrême rythmait leur existence. Il n'y avait ni harnais de sécurité, ni filet, ni rambarde permanente. La limite invisible. Le vent, la hauteur et la fin d'une méthode. Le système de construction des années 1910, aussi ingénieux et efficace fut-il, se heurtait aux forces mêmes qu'il cherchait à maîtriser, le vent et l'échelle. Le vent était le facteur décisif, l'unique maître à qui tous, de l'ingénieur en chef à l'apprenti, devaient obéir. Il n'était pas une simple nuisance, c'était une force capable d'interrompre complètement la construction. Les grues, avec leurs hauts mâts et leurs hauts bancs, étaient particulièrement vulnérables. Une forte rafale pouvait transformer une poutre levée en un pendule incontrôlable, exercer une tension dangereuse sur les câbles d'ancrage ou empêcher les connecteurs de travailler sur les poutres étroites. Les contremaîtres développèrent un instinct aigu, observant les drapeaux, les nuages et le comportement de la fumée. Si le vent dépassait un seuil non écrit mais bien connu, on sifflait. Les machines à vapeur étaient arrêtées, les chaudières laissées au ralenti et l'acier laissé dans la rue. Il n'y avait rien à redire. La construction s'est interrompue, parfois pendant des heures, parfois pendant des jours, à un coût exorbitant, mais considéré comme une étape inévitable du processus. Lorsque les bâtiments ont dépassé les 150 ou 200 mètres, un nouveau défi est apparu. Le balancement de la structure elle-même. L'ossature métallique, conçue pour être flexible, s'est déformée. Aux étages supérieurs, ce balancement était perceptible, voire désorientant. Pour les ouvriers, cela signifiait que le sol était instable. Les colonnes et les poutres qu'ils tentèrent d'assembler pouvaient bouger indépendamment, compliquant considérablement l'alignement. La logistique a également atteint un point critique.
Un seul gratte-ciel de très grande hauteur pouvait nécessiter 3, 4, voire plus de grues, opérant simultanément à différents niveaux ou sur différents côtés du bâtiment. Coordonner les multiples levages, s'assurer que les trajectoires des poutres ne se croisent pas et que les machines n'interfèrent pas entre elles, est devenu un casse-tête tridimensionnel d'une complexité extrême. Le système juste à temps a été poussé à ses limites. Un retard dans la livraison d'un composant essentiel pouvait paralyser plusieurs fronts de travail. Ces limitations, de plus en plus évidentes à mesure que l'on recherchait des hauteurs toujours plus importantes et des cadences plus rapides, ont sonné le glas de la méthode du derrick à vapeur. Il ne s'agissait pas d'un échec, mais plutôt de l'épuisement de son potentiel. Le besoin était clair, une machine de levage qui ne dépende pas du bâtiment pour son support, qui puisse s'élever de manière stable et sûre et qui possède un rayon d'action et une capacité de levage supérieure. Ce besoin a impulsé le développement qui allait définir l'ère suivante, la grue à tour automotrice. Cependant, l'héritage de la méthode de 1910 n'a pas été remplacé, mais plutôt assimilé. La grue à tour moderne est, par essence, un derrick perfectionné, affranchi de ses contraintes. Mais ce que la grue ne pouvait remplacer, ce sont les principes humains et organisationnels que l'ancien système avait forgés dans l'adversité. La génération suivante de constructeurs n'est pas partie de zéro. Elle s'est appuyée sur une compréhension approfondie du comportement de l'acier dans l'air, de la manière dont une équipe d'hommes doit se déplacer en hauteur et de la façon d'organiser la circulation des matériaux au cœur d'une ville dynamique. Les gratte-ciel sans grue moderne n'étaient pas une impasse pour l'ingénierie. C'était l'académie brutale et pragmatique où l'on apprenait les premières et les plus cruciales leçons pour maîtriser le ciel.